Merci. Avant d'entrer dans le sujet, je vais prendre deux précautions. Celle de vous rappeler que je suis un Européen et l'enfant d'une société matériellement développée qui n'a pas connu la guerre sur son territoire depuis 65 ans. Donc si certains de mes propos sont un petit peu décalés par rapport à certaines réalités que vous incarnez, eh bien je vous prie d'accepter ma différence et surtout mon ignorance, mais je ferai un effort, je m'améliorerai. Et puis depuis 30 ans, c'est la deuxième précaution, je suis un journaliste, je vais parler des médias, je vous prie de ne pas oublier que pas un de mes mots ne me concerne pas, je suis concerné aussi par tout ce que je vais dire, j'aime mon métier, j'ai la faiblesse de penser qu'il peut accéder à une nouvelle utilité particulièrement sociale, bien que ma profession porte une grande responsabilité dans la dégradation de la vie sociale, du moins en certains pays. Cela ne condamne pas les journalistes, et il y a des gens exceptionnels aussi dans les métiers de l'information. Les médias, et je rentre dans le sujet, nous offrent une image de l'état de l'homme comme des multiples mondes qui cohabitent sur notre planète. Les médias réfléchissent aujourd'hui surtout nos crises. Cela démontre au moins une chose, c'est qu'ils sont mécaniquement justes. Ils nous proposent ainsi une information stratégique sur les espaces de nous-mêmes qu'il nous appartient d'améliorer. Comme les sociétés humaines, et particulièrement dans les sociétés développées, les médias sont en crise. La crise des médias est une crise du récit, et cette crise du récit est elle-même reliée à une crise de la parole. Il se pourrait aussi que les médias révèlent la déchirure entre l'homme et la parole. Donc revenons, si vous le voulez bien, à l'expression médiatique. La technologie a rendu le récit artificiel. Du récit de parole, les médias ont fait des histoires. Ces histoires sont censées rendre compte d'événements supposés dire, à eux seuls ou presque, la vie des êtres humains, de la planète et de ses règnes. Ces histoires médiatiques amplifient des émotions. Ceux qui ont installé leur gouvernance sur la permanence des désordres émotionnels exploitent ces gisements par médias interposés, comme d'autres, ailleurs, exploitent par exemple des gisements d'hydrocarbures. Les sociétés humaines, particulièrement celles qui se sont développées sur la matérialité, se targuent de communiquer. Elles prétendent même être des modèles d'information et de communication, et elles ont exporté à l'échelle planétaire les normes de la société dite de l'information et de la communication. Elles en ont conçu des approches et surtout des produits technologiques auxquels nous adhérons de gré, de force, parce que c'est plus simple, parce qu'aussi ça rend service, parce que souvent il y a du business à faire, et parce que nous n'avons pas le choix, et que comme disait mon grand-père, il faut suivre la mode ou quitter le pays. Le système médiatique, et j'emprunte la formule à Jean-Claude Guilbeault, qui est un journaliste, un essayiste français très connu, le système médiatique donc est un empire sans empereur. Ce sont les pires, car ils répondent à un commandement invisible que chacun peut s'attribuer, que l'on soit journaliste, annonceur publicitaire, responsable politique, responsable économique, responsable religieux, attaché de presse, publicitaire, et même, de plus en plus, et grâce à Internet, que l'on soit public. Chacun d'entre nous est devenu, par la magie du numérique, et puis aussi par notre aveuglement égotique, un empereur médiatique. Regardez les foules d'individus qui écrivent leur propre gloire sur Internet et inventent leurs légendes en fil continu. Le système médiatique met en scène la société humaine tout entière dans un spectacle en mondovision, un spectacle ininterrompu, et par l'enchaînement d'une séquence médiatique répétée en boucle, événements, émotions, histoire. Le fonctionnement de nos sociétés est conditionné par cette perception de nos vies et nous l'entretenons sans l'assumer, que nous soyons publics ou professionnels des médias ou professionnels de l'information. Face au ravage de cet enfermement, nous répondons presque toujours par un sentiment d'impuissance. Que faire en effet devant la catastrophe, devant la tragédie répétée, quand on ne veut surtout pas envisager que l'on puisse y être pour plus que l'on croit et pour plus souvent que l'on dit. En 65 ans, le secteur médiatique s'est industrialisé,
et il s'est surtout installé au gouvernement de la planète. Les médias sont le premier gouvernement mondial de l'humanité. Ils sont devenus une matrice qui enveloppe le psychisme des êtres humains et la planète tout entière. Dans la matrice médiatique, l'être humain fabrique et régit de plus en plus les valeurs de la société, l'éducation, la culture, les codes vestimentaires, les goûts alimentaires, la politique, le sport, etc. Tout passe par le filtre des médiatiques, tout ou presque transite par cette matrice et de plus en plus d'éléments même y prennent naissance. Interrogeons-nous, la mise en finance des activités humaines et les tsunamis de crise dites financières seraient-ils possibles s'il n'existait pas les technologies de l'information et de la communication et le maillage médiatique de la planète? Les valeurs qui sont fabriquées dans la matrice médiatique édifient ainsi notre futur. Elles sont les briques immatérielles, mais ô combien réelles, de notre avenir. Avec ces briques, nous structurons notre avenir. Dans la matrice médiatique, nous inscrivons le code génétique des valeurs sociales et culturelles dont nos descendants vont dépendre. L'information, puisque c'est bien d'information, de connaissances et de flux de connaissances dont il s'agit, l'information donc construit le monde. C'est pour cette raison que nous avons besoin des médias, des femmes et des hommes qui les habitent et qui les servent. Jusqu'ici, et parce qu'ils se sont laissés encapsuler dans leur récit jusqu'à l'ivresse technologique, parce qu'ils se sont contentés de raconter le monde et de le marketer en histoire, les médias ont collaboré à ces désordres. Je sais que cela peut être difficile à accepter, mais les médias et leurs servants, professionnels et publics équitablement associés, ont été les forces supplétives d'une gouvernance de l'humanité fondée sur les obscurités de l'homme et sur l'activation de ces désordres à des fins, la plupart du temps, d'intérêts très privés, très égocentrés, très apeurés. Or, l'information est porteuse d'un intérêt général. Elle est un enjeu majeur, comme le sont aujourd'hui l'environnement, des relations humaines justes entre les hommes, un développement économique au bénéfice de tous et du meilleur, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de penser, etc. C'est pourquoi une nouvelle manière d'informer est en train d'émerger. Il s'agit de l'information d'alliance sociale. Cette information réduit la part du récit à la nécessité technique d'échanger. Mais surtout, elle se positionne non plus sur les seuls événements, non plus sur les seuls conflits, non plus sur les seules dénonciations souvent très légitimes, non plus sur les seules relations de force. Elle se positionne sur les enjeux de première nécessité. Comment mieux vivre ensemble? Comment partager sans déposséder? Comment boire une eau saine? Comment se nourrir sans détruire? Comment affirmer son identité sans oppresser? Comment sortir de la pauvreté? Comment pouvoir être femme et sourire en certains lieux du monde? Comment être occidental et servir la fraternité? Comment construire la paix? Comment être fraternel en étant basque, berbère, arabe, fanceré de trappes, descendant d'un ouvrier algérien venu travailler dans nos usines? Ou bien petit-fils ou fils d'un harki, par exemple. Donc, l'information d'alliance sociale s'intéresse à ces sujets, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à une face cachée du monde, celle de l'action, souvent anonyme, portée par des millions d'hommes et de femmes, et incarnée en autant d'actions qui, toutes et chacune, apportent une réponse concrète, appliquée et que l'on peut évaluer. Et c'est la deuxième qualité de l'information dans l'alliance sociale, elle est bâtie sur le résultat, et non pas sur le résultat de la mise en valeur financière de l'information, mais sur l'impact de l'action relatée, de son apport à la société, d'autant que les sujets reportés sont sélectionnés parce qu'ils sont développés sur un modèle pérenne. Enjeu, réponse, résultat, telle est l'approche technique de cette manière d'informer. Au Sahel, un jeune homme de plus de 80 ans, Jacques Gasque, plante sans relâche des arbres fruitiers. Il en a planté plus d'un demi-million, toujours vivants, grâce à un système aussi simple que magnifique. Sur 1 mètre et 1,5 mètres, la couche superficielle des terres est infertile, vous le savez. Donc quand Jacques Gasque et les gens qui l'imitent plantent un arbre, ils accompagnent sa racine par une gaine perforée d'1,50 mètre. En surface, ils installent un goutte à goutte et la racine descend jusqu'à pénétrer dans la terre fertile plus bas. Alors l'arbre est sauvé, sa vie est assurée
Et en surface, des gens peuvent commencer à construire une économie grâce à la commercialisation des fruits. Au Mexique, Ricardo Arregui, un industriel, vient de créer le premier fonds d'investissement spécialisé dans le BOP. Le bottom of the pyramid, autrement dit le marché des pauvres, concerne 4 milliards de frères et sœurs à l'humanité qui doivent survivre avec moins de 2 dollars par jour. Ignafund, c'est le nom du fonds, est doté de 65 millions de dollars. Cette somme sert à installer des programmes sociaux, habitat, cliniques, etc. Toujours au Mexique, le premier cimentier, Cemex, a mis en place un fonds d'épargne. Les plus défavorisés versent de l'argent, le cimentier double la mise en matériaux. En quelques années, 200 000 familles ont ainsi pu devenir propriétaires de leur maison, bénéficier de l'hygiène, de l'accès à l'eau potable. Le modèle est maintenant développé dans 4 pays latino-américains. En Afrique du Sud, Karine Smutt, une jeune architecte talentueuse qui a été honorée en France du prix d'architecture du développement durable en 2008, montre des programmes d'habitat en partenariat avec les habitants des townships, les élus, bref, avec la société civile. Des milliers de personnes ont ainsi un toit, l'hygiène, l'électricité, électricité encore. Au Brésil, Fabio Rossa et ses équipes font entrer l'électricité dans plus de 7 millions de foyers pauvres grâce à un kit technique solaire peu coûté. Au Laos, la société Animo développe le programme d'écotourisme The Gibbon Experiences. Ça se passe à 45 mètres dans les arbres, à la hauteur où vivent les gibbons. Il y a quelques années à peine, les braconniers capturaient et tuaient les singes pour vivre. L'espèce était en disparition, en même temps que la forêt primaire dépérissait. Animo a négocié une concession de terre avec les autorités, a installé des cabanes dans les arbres, elle a recruté les anciens braconniers, ils sont devenus d'exceptionnels gardes forestiers. Les cabanes reçoivent des touristes à l'année. 5 villages vivent aujourd'hui de cette activité sans un seul euro dépensé en publicité. En Chine, une ville vient de s'équiper d'un quartier de 50 000 habitants entièrement éco-conçu. Ces eaux usées sont traitées exclusivement par du filtrage végétal. Ce système a été mis en place par une société française, Phytorestore. En Afghanistan, 2 sociétés créées par des rêveurs agissants un peu fous font vivre près de 300 personnes. Ils cultivent la rose et en tirent des produits dérivés dans les mêmes secteurs où d'autres se font la guerre. En Galice, les pêcheurs traditionnels espagnols ne savaient que faire contre la concurrence dévastatrice d'environnement et d'emploi de la pêche industrielle. Ils ont inventé un service poisson frais 24 heures dans toute l'Espagne en utilisant Internet. Les pêcheurs à la canne galiciens, fédérés dans Lonchanette, ont très sensiblement augmenté leur pouvoir d'achat à tel point qu'ils ont pu créer une fondation et que cette fondation est en train de protéger les écosystèmes marins dans le golfe de Gascogne et de régénérer les stocks de poissons. En Espagne encore, les communautés d'autogestion financière gèrent les relations entre des groupes d'immigrés et les banques. En quelques années, l'initiative qui est apparue à Barcelone s'est propagée dans toutes les villes du pays, des bénéficient, et ils ont surtout trouvé une normalité bancaire à laquelle ils ne pouvaient pas avoir accès. Le système a créé des dizaines d'emplois, des emplois de services à la personne, des bourses d'emploi, des agences de voyage. Et cette action est elle-même inspirée d'une initiative qui est apparue au Guatemala quelques années auparavant. Et à Fortaleza encore, et j'en termine avec les exemples, au Brésil, la municipalité, qui a anticipé la crise financière au début de l'année 2008, a voulu protéger ses habitants les plus défavorisés des ravages qui allaient venir. Qu'a-t-elle fait ? Eh bien, elle a créé une banque municipale et elle a inventé une monnaie, le Rio Sol. Cette banque et cette monnaie sont déconnectées du système financier dominant et de la sorte, 4 favelas, les habitants de 4 favelas vivent et échangent avec le Rio Sol, créent des emplois et soutiennent leurs activités. Vous avez compris que l'information dans l'art social, il s'agit d'une approche concrète qui est fabriquée pour être utile. Cette information est profilée pour inspirer à l'éclairage d'expériences précises, décrites avec leurs résultats, dans leur contexte, en rapport avec les enjeux auxquels elles répondent. Cette information fabrique une conscience. J'ai bien dit une conscience. J'ai bien dit et j'affirme que les médias peuvent fabriquer de la conscience. Et il s'agit d'une conscience de construction et de meilleur pour tous, bref, une conscience de bien commun. L'information dans l'alliance sociale est une action médiatique. Elle s'assume comme telle, tout en étant extrêmement rigoureuse, exigeante. Elle valorise les acteurs de la société civile et accompagne leurs actions. Elle réduit l'agitation émotionnelle, elle combat la démesure émotionnelle qui désaxe les sociétés et qui les enferme dans une actualité hypnotique
qui les plonge dans la dépendance et le sentiment d'impuissance. Pardon. De la sorte, elle nous dégage de la dictature des événements. Et en dépersonnalisant la fabrication de l'actualité, elle est un formidable coaching social. L'information d'un lien social ne se prive pas pour autant de dire ce qui ne va pas, car c'est aussi le rôle des médias pour construire la démocratie. Mais elle s'applique pour chaque situation à regarder s'il existe une réponse proposée. Ainsi, elle nous donne une perception plus large et plus optimiste et aussi plus réelle de nous-mêmes. Elle dit, en plus des faits, que la prise du monde pour un futur meilleur est possible et accessible à tous. Expliquant comment certains s'y sont pris pour résoudre ici une question, elle facilite le travail de celles et ceux qui voudraient en faire autant plus loin sur une question similaire. Nous sortons ainsi de la culture des héros, isolés et glorieux dans un récit magnifique et passant éternellement par l'épreuve et contraints de reproduire sans fin les mêmes efforts, sans résultat à l'échelle collective, si ce n'est celui de recommencer, et pour nous, de reproduire le récit de ces supposés héros qui nous sauveraient et sauveraient le monde. En fait, les héros servent le récit sert les conteurs, et il est peut-être temps que les conteurs servent la construction de l'homme. Interrogeons-nous une nouvelle fois, les médias ne fabriqueraient-ils pas des héros pour des publics complices et pour éviter à ces publics, c'est-à-dire à nous-mêmes, la responsabilité de prendre nos affaires en main? L'information d'Alliance sociale, plus avare en récits et dont les marécages émotionnels ont été asséchés, généreuse en faits et en expérience, nous extrait de l'impuissance. Ce qui a été fait l'a été par des gens ordinaires, comme vous et moi. Ce qu'ils font est héroïque, sans qu'ils soient des héros. Ils peuplent la terre par millions, c'est donc que nous, qui ne sommes pas des héros, pouvons faire aussi des choses héroïques. Ça change de l'information people, de l'information spectacle, de l'information d'annonce, rarement évaluée. L'information d'Alliance sociale interpelle aussi notre esprit de voyeurisme passif, car c'est cet état d'esprit qui nourrit les peurs. Enfin, elle installe les médias, leurs professionnels et les publics, dans un rôle d'acteur social, assumé, responsable de la construction du futur. Vous m'avez invité, je parle. Ma parole est une invitation à la construction de cette alliance entre la société civile et les médias, qui semble-t-il, en tout cas dans mon esprit, est le passage obligé de notre transition collective vers ce que certains désignaient hier comme le vol commun de l'aigle et du condor, que d'autres disent encore comme les épousailles de la terre et du ciel. La société des humains accepterait-elle en effet que les médias ne s'impliquent pas dans la résolution des enjeux et des crises auxquels nous devons répondre? Cette alliance avec les médias est la manière de rétablir la confiance au sein de nos sociétés et au cœur de l'homme. L'information d'Alliance sociale est une information durable. Mon propos est ainsi un appel aux professionnels et au public, car dans cette responsabilité sociale des médias, les publics sont tout autant engagés que les professionnels. Réunissons-nous, par exemple, autour de votre initiative, ici, et lançons une initiative, pourquoi pas, commune à tous les médias du monde. Nous avons là, au-delà des engagements des médias dans la construction commune et du bien commun, besoin d'installer aussi une éducation à l'information. Je dis bien une éducation à l'information. Les développements technologiques d'expression de masse favorisent la confusion et la réduction de la notion d'information à la pratique débridée de l'expression. C'est un énorme danger pour la démocratie. Nous avons besoin d'une éducation à l'information et c'est pour ça que nous proposons, avec l'agence que je dirige aujourd'hui, sous forme de formation rapide et opérationnelle, une pratique d'information d'alerte sociale qui s'adresse autant aux professionnels qu'au public, je l'ai déjà dit. Et nous avons besoin aussi que sur le monde entier, un maximum de professionnels se fédèrent, non pas en quittant leurs médias, au contraire en y restant, mais en développant une approche comme celle que je propose ou voisine à celle que je propose. La proposition que je viens de vous inviter à rejoindre s'inscrit dans une filiation. Ces 4 dernières années, alors je termine. Cette approche a été expérimentée au sein de l'Agence d'information porteur d'espoir en France. Je l'ai créée, je l'ai dirigée, je la quitte aujourd'hui pour pousser la trajectoire vers l'objectif de l'Alliance, mais elle appartient aussi à une filiation d'hommes et de femmes magnifiques, parmi lesquels un certain Gabriel García Márquez, qui, voici plus de 20 ans, a créé à Colombie la Fondation pour un nouveau journalisme. Merci. أولاً أستسمح لأنني ربما قد أقول ما لا يناسبكم لأنني
أكتشف ما أنتم عليه الآن، وكذلك كصحفي منذ 30 سنة أحب مهنتي، وأسمع أن دائما وسائل الإعلام تعتم، لكن يجب المعرفة أن هناك أناس كذلك لهم قيم ومبادئ في هذا الميدان. فوسائل الاتصالات هي هنا لتوضيح الرؤية وإعطاء المعلومات. يجب أن لا نخفي عليكم بأنها هي كذلك في أزمة الكلام، ومن هذا قد نبين لكم أن هناك هو بين الإنسان والكلمة. فوسائل الإعلام يعني تستعمل العواطف الإنسانية، ومستعمليها يستغل هذه العواطف من أجل تحريض أو من أجل إنشاء شيء دون آخر. علينا كذلك متابعة كما قال جدي الأكبر، يا إما علينا متابعة الموضة أو هجرة المكان. هذه بعض المبادئ. وأنا كصحافي مسؤول، فكل إنسان منا مسؤول، سواء أكان صحافيا أو اقتصاديا أو رجل دين أو إنسان عادي. كل منا أصبح إمبراطورا في هذا الميدان. حتى الإنسان العادي يمكنه الدخول إلى المعلومات وإنشاء المعلومات وإعطائها، وذلك بإنشاء مواقع شخصية أو فردية له على شبكة الإنترنت. إذن فكل منا له مسؤوليته. والسؤال هو ماذا علينا أن نعمل؟ فمنذ 65 سنة يعني المعلومات أصبحت هي الرحم التي تخلق العالم والتي تعطي فيه ما سيكون. هناك مبادئ الثقافات والسياسية كل يوم تمر عبر هذا الرحم الذي هو شبكة الاتصالات، ومنه تخرج. علينا مثلا لنأخذ مثال الأزمة الاقتصادية الآن، لو لم تكن الإعلاميات فهناك الناس لن يعرفوا أو لن يسمعوا بها، وإنما المعلومات هي التي أوصلت هذه الأزمة لكل أماكن العالم، حتى أصبح الكل يتحدث عنها ولو لم يشاهدها أو لم يعيشها. فالرحم الاتصالي يتم خلق تكوين عالمنا اليوم، والمعلومات كذلك تكون العالم وتساعد في عدم الاستقرار، كما أنها لها قوة كذلك إيجابية وسلبية. والمعلومات كذلك يجب أن نعلم بأن هناك الميثاق الاجتماعي للمعلومات التي لا ترتكز على ترويج فقط التظاهرات السلبية والحروب وما إلى غير ذلك من مآسي، وإنما هي الاحتياجات الأولية لكي نعيش بلا خوف ولا فقر، لأن الإنسان عندما يحس بأمان يكون إنسانا متكاملا. والجانب الغير المرئي، هذا للأسف هو الجانب الغير المرئي للإعلاميات أو للمعلومات ووسائل الإعلام. فهناك دون قيمة مالية هناك قيمة أخلاقية، لأن للإنسان للأسف يعيش في النظام الهرمي الذي يرتكز على هذه المسألة المادية. وأعطى كذلك أمثلة فيما يخص بلدان البنين، المكسيك، التكساس، وإفريقيا السوداء، البرازيل، أعطى وأفغانستان وإسبانيا. أعطى مسائل التي تؤكد على أن وسائل الإعلام لها دور إيجابي في خلق الإنسان. أعطى كذلك وأكد بأن المعلومات هي تؤكد أو تخلق الشعور، وأكد على هذه الكلمة. إذن تخلق الشعور. المعلومات أو وسائل الاتصال هنا لخلق الشعور لدى الإنسان. والمعلومات الوقتية التي لا تؤكد إلا على ما هو يعني سلبي، فيجب أن نرى كذلك أن هناك برامج ووثائق وصحفيين يعملون في هذا الميدان. أعطى مثال كذلك على السجناء الذين أكدوا السجناء الذين عملوا في الزراعة، وعند خروجهم من سجونهم كانت لهم كهدية رمزية مكان لتربية الدواجن، وأصبحوا أناس صالحين. فكل منا بإمكانه أن يكون بطلا في هذا الميدان. وكما نعلم أن وسائل الاتصال تعتمد على الكلام، وإذا قلنا الكلام قلنا القصاصين أو الروائيين، والروائيين لهم كذلك دور في صنع الإنسان. أكد في الأخير على أنه يدير مؤسسة التي تعمل في خلق الجانب الإيجابي للاتصال، فهلم إلينا ومرحبا لنضع اليد في اليد من أجل إعطاء الصورة الإيجابية لوسائل الإعلام ودورها في تكوين الإنسان.